Bonjour à tous et à toutes. On est à la médiathèque Marguerite Duras et aujourd'hui, on va faire un petit sujet musical sur la K-pop. Alors, je suis entourée de jeunes femmes. Comment tu as découvert la K-pop? Alors, j'ai découvert la K-pop par une amie, tout simplement, quand j'étais, je crois, en première année dans le supérieur. Voilà, elle m'a fait découvrir la musique, les performances, et ça m'a plu. Personnellement, j'ai découvert la K-pop vers les alentours de 2017 et j'étais à une soirée familiale et il y avait des enfants qui kiffaient vraiment la K-pop et j'ai dit pourquoi pas écouter et je suis tombée dedans du coup. Moi, c'est en 2014 que je découvre la K-pop parce que je traînais beaucoup sur Internet et j'ai trouvé par hasard sur YouTube un clip des BTS. Et voilà, ça en est suivi une histoire d'amour assez intense. Ok, super. Eh bien, du coup, la question suivante, c'est une définition pour vous de la K-pop? Alors, je pense que c'est assez dur à définir, parce qu'on pourrait dire que c'est de la pop coréenne, mais en fait, musicalement, c'est pas forcément de la pop. Donc, je dirais que c'est plus un ensemble musical coréen qui est porté par, en général, des groupes et qui a un aspect fort du point de vue visuel, donc pas mal de chorégraphie, je dirais ça. Ouais, comme tu le dis, c'est un genre qui est basé en Corée principalement et qui s'étend un peu dans le monde entier. C'est un peu comme la R&B, la variété française. C'est juste que c'est spécifié vraiment par les Coréens. On n'est pas obligé d'être coréen, par contre, pour faire de la K-pop. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de Thaïlande, de Chine, du Japon, qui sont dans des groupes de K-pop, mais qui apprennent le coréen et apprennent à danser en plus, à chanter. Voilà. Vous avez une idée à quel moment est née la K-pop? D'après Wikipédia, dans les années 90, avec des groupes comme chinois, mais personnellement, je pense que, les groupes qu'on connaît le plus, c'est des groupes qui ont émergé dans les années 2000. Donc voilà, années 90-2000, je dirais. Je pourrais pas forcément répondre à la question, mais je sais que tout le monde dit autour de moi Big Bang. Alors, c'est le groupe phare qui a propulsé la K-pop. Ouais, la K-pop, c'est années 90, avec des groupes qui ont un peu... Enfin, du coup, c'est des boys bands, et ils ont cette influence hip-hop des États-Unis. Donc, 90, ça s'est exporté après, dans les années 2000. Donc, il y a eu vraiment un avant-après Psy et Gangnam Style. Mais avant, il y avait quand même Big Bang, du coup, qui était un gros groupe. Du coup, la K-pop a-t-elle un lien ou pas du tout avec la musique plus traditionnelle de Corée du Sud? Alors, dans l'ensemble, non. Mais on peut quand même noter quelques morceaux ou quelques, du coup, performances ou intégrations d'instruments traditionnels, de sonorités traditionnelles. Personnellement, je pense à Idol, où du coup BTS a intégré des éléments de danse traditionnelle à la chorégraphie. Et... Il y a des musiques qui reprennent du coup des instruments traditionnels coréens. Donc par exemple, il y a les Mamamoo, en fait, elles ont fait une chanson, deux membres ont fait une chanson entre elles, et ça reprend une sorte de violon coréen. Et donc ça a vraiment ces sonorités en fait qu'on connaît pas ici en Occident. 금음달 기웃대던 하늘 위에 별빛만 가득한디 행여나 떠나간 고운내님 오매불망한단 말이오. 나쁘디 나쁜 놈이라 심리도 못 가 발병이 나련만은 외롭게 선이 낸 없음 물 한 잔에 눈물 짓고 달빛 따라 노래하니 나쁜 놈 멋지지 너는 3대 도둑놈. Et selon vous, à quel moment ce genre musical a-t-il dépassé les frontières de la Corée du Sud? Est-ce que c'était immédiat ou pas? Du coup, il y a un phénomène qu'on appelle la Hallyu, donc c'est la vague coréenne en fait, et c'est comme ça que les Coréens l'appellent. Et en fait, c'est le soft power sud-coréen. Et du coup, ça passe notamment par les dramas, par la K-pop. Et du coup, oui, c'est plutôt années 2000 que ça a commencé à dépasser les frontières de la Corée du Sud. Ça a commencé d'abord en Asie orientale, donc au Japon, en Chine. C'est là où il y avait vraiment le plus de fans de K-pop à l'époque.
Et après, ça c'est venu en Europe, aux États-Unis, et donc ça s'est un petit peu diffusé partout. On va s'intéresser un peu plus en profondeur au groupe et l'industrie. Alors, selon vous, les spécificités de l'industrie donc musicale coréenne. Ça va être très subjectif, mais selon moi, je dirais que les spécificités de l'industrie, c'est le fait qu'elle soit vraiment totale, dans le sens où les gens qui rentrent dans l'industrie peuvent maintenant y rentrer en étant très très jeunes, et du coup, ça a vraiment cet aspect production, marketing, et on construit en fait des gens qui, au final, deviennent un petit peu des produits. Donc je pense que ce serait la spécificité pour moi en tout cas, et c'est pas forcément négatif selon moi. Pour ajouter des éléments à son propos, qui est déjà très clair pour moi, c'est vraiment très complet dans le sens où c'est de A à Z. Dans certains groupes, par exemple, je pense à la R&B ou à la variété française ou autre, il y a vraiment, on va dire, l'aspect danse qui est plutôt sur les concerts, mais ça s'arrête là. Alors que là, il y a vraiment le côté visuel, le côté chant, il n'y a pas de fausses notes ou autre, c'est vraiment très carré. Alors que dans d'autres genres, on va pas retrouver forcément ça. Bah oui, dans les groupes de K-pop, donc souvent les idoles, donc c'est comme ça qu'on les appelle, sont choisis. Et donc pour leur visuel, par exemple, il y en a qui seront beaux, qui passeront bien à la caméra, donc on les prendra dans le groupe. Il y en a qui vont savoir chanter, il y en a qui vont savoir danser, même si tout le monde après a la même formation en fait en danse, en chant, en technique, qui est vraiment très difficile, surtout quand c'est des très jeunes ados ou enfants. Mais il y a vraiment, on les choisit un petit peu et c'est vraiment une sélection très difficile. Toutes les personnes qui sont du coup trainees, donc c'est les personnes qui vont intégrer une école pour apprendre à devenir une idole, en fait, toutes ces personnes en fait ne vont pas forcément aller dans un groupe de K-pop, ne vont pas forcément finir idol justement. Et alors du coup, sur quels critères ils sont choisis? Et est-ce qu'ils sont choisis que dans les écoles? Et plus globalement, du coup, comment se crée un groupe de K-pop? Une sorte de formation où des auditions en fait. Ils postent plusieurs annonces et chacun postule. Et ainsi de suite, ils vont faire une sélection, un tri général pour voir, comme elle a évoqué ma collègue, le fait que par la beauté, s'ils savent déjà chanter, danser, quelles spécificités ils peuvent apporter à un groupe. Parce que, par exemple, s'il y a deux solistes ou deux gros rappeurs qui se ressemblent, ils vont pas forcément les mettre dans le même groupe. Et ainsi de suite. Et ils vont, comme elle a évoqué aussi, le côté training où ils vont devoir passer plusieurs étapes avant d'être créés. Il y a une sorte d'émission qui a été créée récemment qui s'appelle Kingdom où on montre en fait tous ces aspects-là sur comment se crée un groupe et à la fin qui était le groupe final. Voilà. C'est pas forcément on est mauvais ou on est moins bon que quelqu'un d'autre, c'est juste vraiment les spécificités qu'une agence recherche pour former un groupe d'exception, si on peut dire ça comme ça. Oui, pour ajouter, juste en général, ils sont déjà tous très très bons, donc c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment on les choisit selon leur vraiment qu'on peut donc oui, selon leur spécificité. Et mais sinon, ils ont tous un très bon niveau. C'est quand même c'est pas n'importe qui. Et aussi, il y a aussi des sortes de casting sauvages. Donc en fait, il y a un quartier à Séoul, à Hongdae, où se font il y a beaucoup de performances de rue en fait, donc de chant, de danse, de rap, et souvent en fait il y a des casteurs du coup qui se baladent un petit peu dans tous ces spectacles et qui voient la personne là-bas a du potentiel, on pourrait peut-être aller lui parler, lui demander si ça l'intéresse, etc. Et souvent aussi du coup les jeunes coréens vont faire des performances pour se faire repérer, et donc ils peuvent être choisis comme ça. C'est en vrai toute une culture aussi. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui misent sur ça. Et du coup, ils apprennent déjà aux enfants qui sont vraiment très jeunes, du coup, à être comme ci, comme ça. En fait, la perfection. Après, pas forcément dans un mauvais sens, mais pour qu'ils réussissent, s'ils aiment vraiment ce domaine-là, ils vont tout faire pour les mener à ce point-là. C'est vraiment ce qui fait la société aussi coréenne aujourd'hui, c'est l'enfant doit être parfait et les parents en fait mettent vraiment la pression sur les enfants pour qu'ils réussissent. Il y a vraiment une pression sociale énorme et c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui décident de se suicider. Donc il y a un taux de suicide assez important, c'est le plus élevé au monde
en Corée du Sud chez les jeunes. Donc c'est vrai nous on voit souvent ce côté très brillant de la K-pop, c'est super, ils sont tous très beaux, ils chantent tous très bien, mais en fait derrière il y a une réalité très difficile et la santé mentale en tout cas des jeunes en pâtit énormément. Eh bien, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que du coup, ils sont choisis et repérés. Comment affirmer son identité en tant que chanteur-chanteuse? Et d'ailleurs, est-ce une volonté la plupart du temps ou pas? Et donc dans une identité de groupe et donc plus largement dans une industrie. Et est-ce que du coup, vous avez des exemples de personnalités très fortes qui se sont affirmées Alors, c'est difficile, je dirais, parce que, en fait, paradoxalement, du coup, comme on a dit, il y a un recrutement qui est fait par catégorie, donc une personne qui va répondre à certaines exigences, par exemple physiques ou en termes de chant, etc. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'individuation, au sens où j'ai pas l'impression que ce qui soit valorisé, ce soit tant l'identité individuelle que vraiment l'identité de groupe. Et du coup, j'ai des exemples en tête de, par exemple, une chanteuse à laquelle on a appris en fait à modifier sa voix de manière à sonner plus d'une certaine manière pour que sa voix soit moins classique. Ça, c'est un exemple que j'ai en tête, Rosé de Blackpink. Donc, elle en parle dans des interviews. Mais sinon, en termes de personnalité, j'ai l'impression qu'au contraire, ce qui est favorisé, c'est plutôt le conformisme. Et du coup, c'est difficile de parler de personnalité très forte. Ça change un petit peu depuis quelques années, j'ai l'impression, avec des gens comme Hwasa, Jessie, ou par exemple Jay Park, qui peuvent apporter Hwasa, en l'occurrence, un changement du point de vue du canon de beauté, parce qu'elle est plus... elle est moins maigre, fine que les idoles habituelles, et du coup on la considère comme un exemple de ça. Et par exemple Jessie, qui a un côté un petit peu plus affirmé vraiment dans la personnalité, moins girly girl, et du coup on a de temps en temps des archétypes comme ça, mais qui sont au final assez rares dans l'ensemble, dans l'industrie, je dirais. Et ça commence tout juste à émerger, mais c'est pas l'esprit global, à mon avis, de la K-pop. Et pour rebondir à ce qu'elle a évoqué, le problème c'est que il y a beaucoup du coup, dans la société, du coup, ils sont moins contents de ce que les idoles en fait représentent aujourd'hui. Par exemple, comme elle a évoqué, déception. Il y a beaucoup de critiques. Il y a énormément de critiques, par exemple, comme elle a évoqué pour Hwasa, qui n'a pas, on va dire, le type de corps souhaité en Corée. Et elle se prend une avalanche d'harcèlement bête, juste alors que c'est un corps, elle est naturellement, alors que, par exemple, en Europe, ça sera vu comme quelque chose, elle est comme ça, elle est comme ça. Et c'est triste. Mais je pense que vraiment, il y a ce développement au fur et à mesure, parce qu'on commence à évoluer, et même leur société aussi commence à évoluer. Mais c'est vraiment si le groupe est vraiment affirmé déjà dans la K-pop. Par exemple, j'évoque BTS. Il y a une chanson qui s'appelle My Time de JK, qui est un membre des BTS, où il évoque vraiment comment c'est passé super vite et comment il a dû s'affirmer en tant que lui. C'est vraiment une chanson qui est touchante. Vous devrez l'écouter personnellement. 누구보다도 빨리 오늘 이를 것만 같아 My life is up in a movie all the time 해 뜨는 곳으로 달렸어 every single night 누구의 내일을 가봤던 것도 같아 온 세상이 너무 컸던 그 손은 Keep on running all day night 잡아들어 Friends running stop it I'll be in the air plamo 전 세계로 rock on now 매일만 올라라 받는 건지 놓쳐버리는 적이 Don't know what to do but am I living this way When I'm under this 시간가 속인 걸까 I can't hold you I can't hold you Oh I can't And yes you do Oh yes I can't Moi j'ai l'impression aussi que du coup ces différences en fait qui commencent à émerger un petit peu, ça vient aussi enfin peut-être involontairement et volontairement de la part d'individus, donc c'est pas leur
leur label qui va les mettre en avant en disant bah regardez, elle maintenant c'est un symbole un petit peu pour qui casse les canons de beauté, etc. C'est juste qu'ils se prennent tellement de haine en fait, parce qu'ils ressemblent pas aux autres, que en fait ils ressortent et on les voit. Mais sinon, en fait, le but du groupe de K-pop, c'est vraiment que les personnes soient pas tellement différentes. En fait, il faut vraiment qu'elles répondent au canon de beauté, vraiment à ce que la société attend d'un individu. Donc c'est vraiment, par exemple, je sais qu'on reproche beaucoup à certaines idoles d'être bronzées de peau, parce qu'en fait, il y a un critère de beauté qui est d'être très pâle. Et il y en a qui ont une peau foncée, en fait, une peau bronzée. Et donc, forcément, ça fait beaucoup de critiques. Et du coup, Jessie, dont on parlait, elle rentrait pas du tout dans les cases de la société. Et donc, elle s'est aussi fait une force. Et c'est aussi un moyen aussi de se mettre en avant, aussi d'être sur le devant de la scène, en fait, regardez, je suis différente. Et j'arrive quand même à apporter des valeurs. Mais c'est aussi dans son intérêt pour être connue. Mais je pense que ça passe aussi par là, pour les jeunes générations en tout cas, de voir leurs idoles préférées être un peu plus différentes et se dire ah voilà, c'est pas grave si on ressemble pas à la plus belle femme coréenne des médias, donc voilà. Donc on en a déjà un petit peu parlé, hein. Il y a des critères, d'après ce que j'ai compris, assez sévères sur le physique, sur la voix, sur la peau. Et bien du coup, quelles sont quelle est la vraie différence de critères entre les groupes masculins et féminins? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question, enfin surtout maintenant, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a eu une phase où il y avait une très grande différence entre les groupes masculins et féminins, mais c'était plutôt à l'émergence de la K-pop où pour moi des groupes comme Girls' Generation étaient très dans l'image de la fille girly. Et à l'inverse, les boys bands étaient très influencés, comme disait ma collègue tout à l'heure, par la culture hip-hop. Donc, même un groupe comme BTS, en fait, a commencé par faire des choses que les membres du groupe qualifient eux-mêmes d'une sorte d'hyper-masculinisme. En fait, maintenant, c'est vraiment différent. On a des groupes féminins et des groupes masculins qui peuvent mélanger les genres, les manières de s'exprimer, de s'habiller, etc. Et selon moi, en tout cas, un des intérêts de la K-pop, du point de vue des groupes, justement, c'est cette parfois ambiguïté où, pour moi, en tout cas, chez les groupes masculins, une expression de la masculinité qui est pas du tout la nôtre, pas du tout celle de la masculinité occidentale. Donc, des hommes qui se maquillent, qui sont très propres sur eux, en général épilés, etc. Donc, voilà, je pense, ça répond à des normes qui sont pas les nôtres et qui sont moins, je dirais, binaires, pour moi. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est du coup, les groupes masculins ont vraiment une fanbase presque exclusivement féminine, et les groupes féminins ont une fanbase masculine. Et oui, pour le groupe, on a parlé des groupes hybrides ou pas? Non, c'est le moment d'aborder. Ok. Et il existe, à ma connaissance, un seul groupe où il y a 2 hommes et 2 femmes. Ça s'appelle Card. Et en fait, donc c'est apparu il y a quelques années, je sais plus exactement, mais en fait, du coup, c'était le concept de faire un groupe mixte, donc avec 2 femmes, 2 hommes, et ça ne marche pas forcément très bien. Mais en tout cas, en dehors des frontières de la Corée du Sud, ça marche plutôt bien, aux États-Unis, etc. Ça a fait quand même parler. Mais en Corée du Sud, j'ai l'impression que c'est pas tellement les stars du moment, quoi. Y a-t-il un lien entre la K-pop et le marché japonais? Le lien avec la K-pop et le marché japonais, c'est en fait le Japon, c'est là où quand la K-pop était pas très connue en fait en Europe, au Japon, ils avaient déjà plein de publicités sur les immeubles, sur les bus, énormément de disques vendus de K-pop, etc. Il y avait vraiment un marché japonais hyper important. C'est là en fait que ça a commencé et que du coup les sociétés coréennes ont vraiment tout misé là-dessus. Et après ils ont eu la chance que ça s'exporte, mais vraiment c'est le début en fait, le marché japonais. Avec énormément de fans, et on le voit aussi dans les concerts en fait, quand ils font des concerts, des concerts dans le monde, souvent c'est vraiment d'abord au Japon et ensuite on voit pour aller ailleurs. Il me semble justement que le Japon avait déjà en fait une base d'idoles. Du coup, la J-pop, elle a précédé en termes de
de renommée même mondiale, etc., la K-pop. Et après, je pense que la différence, ça s'est faite justement sur ce dont on parlait tout à l'heure, le soft power, et juste la Corée du Sud a émergé comme celle qui a fait dominer ce type de production et d'industrie musicale, mais en fait, on retrouvait à peu près les mêmes logiques au Japon déjà avant, en fait. Y a-t-il une volonté de la part des groupes de sortir de l'industrie et de devenir indépendants? Et du coup, y a-t-il un exemple de chanteur qui est passé du côté de la production? Un exemple auquel je pense, c'est celui de Jay Park, qui du coup est un artiste d'origine coréenne qui est né en fait aux États-Unis, et il est venu en Corée du Sud pour devenir idol. Donc il a fait le training, il a fait son début avec son groupe, etc. Et finalement, il est sorti de l'industrie pour produire lui-même, créer son label. Et donc voilà, c'est un exemple de personnalité comme ça qui décide de sortir de l'industrie. Et le public le suit dans cette démarche, est derrière lui, soutient? Oui, pour le coup, Jay Park, c'est un des artistes les plus connus, je dirais. Et sa spécificité, c'est comme il est du coup américano-coréen, il a vraiment la double culture, et du point de vue du hip-hop, en fait c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un de massif dans le hip-hop oui, dans le hip-hop coréen, et aussi il produit des musiques en anglais. Donc ça fonctionne vraiment très 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 bien. Après, est-ce qu'il y a forcément une volonté de sortir de l'industrie et tout? Pas forcément, parce que à partir du moment où ils rentrent dans le groupe, on va dire, allez, 80% des cas, ils sont contents d'être dans ce groupe. Il y a vraiment une cohésion de groupe qui existe. Et après, bon, il y a certains cas où c'est problématique, mais on va dire, s'ils sortent vraiment de l'industrie, c'est qu'il y a eu un souci avec le label. Par exemple, je pense à GOT7, qui est un groupe vraiment écouté aussi, où il y a eu un souci avec le label, et le groupe s'est malheureusement séparé, malgré qu'il ne voulait pas forcément se séparer. Et je prends l'exemple de Jackson, qui lui-même est parti et a fait, on va dire, sa carrière un peu de soliste, du coup. Et ça fonctionne super bien. Il a fait une tournée là récemment en France et même dans le monde. Et on va dire vraiment, à partir du moment où on a une fanbase qui est solide et un groupe qui était bien, ça peut que réussir en fait. Après, pour ce qui est de fanbase qui est solide, ce qui est très traître avec la société coréenne, c'est que s'il y a un problème avec un membre de groupe ou un groupe, en fait, les Coréens vont vraiment se désolidariser. Si socialement c'est mal vu, ils vont plus le mettre en avant en fait, et donc ils vont vraiment être très critiques. C'est vrai en Occident, on voit un petit peu moins ça. On reste quand même fan d'un groupe, même s'il y a eu des problèmes. Par exemple, il y a eu 2 artistes en fait qui sont été virés de leur label parce qu'en fait ils étaient en couple, et donc en fait en Corée ça a eu du mal un petit peu quand même parce qu'il y a des règles, donc les gens ont eu un petit peu de mal avec ça, mais c'est vrai qu'en Occident les gens en étaient encore plus fans en fait, ils se disaient mais ils ont réussi à le dire et à se libérer de ça, donc en fait on va vraiment encore plus les soutenir. Mais oui. Et donc justement, cette désolidarisation de la fanbase, c'est une pression supplémentaire, j'imagine, pour les idoles. Mais en fait, vraiment, les idoles essayent vraiment d'être le plus lisse possible pour ne pas faire d'erreurs et pour ne pas décevoir. C'est pour ça aussi que du coup, on a ces règles de vous ne devez pas être en couple, parce qu'en fait, vous ne devez pas décevoir les espoirs des fans. Et donc c'est ça, être lisse, et faut surtout pas qu'ils en sortent, sinon c'est catastrophique. Ouais, malheureusement, c'est très problématique, je trouve. Surtout la fanbase coréenne, parce que ça s'appelle des sasaeng. En fait, c'est un critère. Pour la définition de sasaeng, c'est une personne qui suit de A à Z toute la vie d'un idol, jusqu'à potentiellement aller chez lui envoyer énormément de messages. Et contrairement, il y a aussi des sasaeng en France ou même ailleurs, mais ça sera moins virulent qu'en Corée. Et je sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais tout ça pour dire que oui, vraiment la fanbase, s'il y a quoi que ce soit, c'est fini, ça peut vraiment colporter trop de rumeurs, surtout des rumeurs, et le fait que oui, comme elle a évoqué ma collègue,
Les idoles ne peuvent pas sortir, surtout s'ils ils ne viennent pas du même label. Alors ça, c'est encore pire. Parce que oui, les femmes aiment bien les hommes. C'est pour ça qu'aussi, on l'évoquait tout à l'heure, le critère de la beauté. Donc oui, il y a vraiment un aspect très bizarre, je trouve. Alors là, on a beaucoup parlé des groupes. J'ai entendu parler de sous-groupes dans l'industrie. Donc, alors qu'est-ce que c'est ? Alors, je sais pas quand ça a émergé, mais je sais que ça existait déjà, les sous-groupes chez les idoles au Japon. Et en fait, moi personnellement, ce qui m'a marqué par rapport à ça, c'était une conférence du PDG de SM Entertainment, qui est un gros label de K-pop, et qui en fait a déterminé que ça allait être une de ses politiques d'étendre le plus possible la K-pop dans le monde entier. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé justement de faire des sous-divisions de groupes. Qui correspondent chacune à une catégorie de population qu'on va cibler. Donc par exemple pour les NCT, il y a plusieurs sous-divisions du groupe et une des plus récente, je me souviens plus du nom, mais en tout cas, il y en a une qui est constituée, par exemple, de membres très très jeunes, dans l'idée que justement, on va aller cibler un public spécifiquement jeune, et que ce groupe va nous rapporter, du coup, de l'argent en visant ce type de catégorie d'individus. Donc voilà, pour moi, c'est une stratégie marketing avant tout, la sous-division en groupe, mais peut-être que je connais pas assez d'autres cas. Les NCT, c'est le groupe où il y a le plus de membres. Je sais plus exactement combien il y a de membres, mais c'est plus 10 membres, c'est vraiment indécent, ils sont plus de 20. Mais en fait, ils en rajoutent aussi au fur et à mesure pour justement ces sous-groupes, en fait, les remplir et viser du coup ces catégories, donc avec des musiques très hip-hop ou un peu plus électro, mais aussi des musiques visées pour un public très jeune, donc les enfants. Et donc c'est vraiment un groupe qui a énormément de membres et c'est vraiment une nouveauté en fait. Il y a même, pour la fun fact, si on peut dire ça comme ça, il y a même un groupe qui a fait une sélection pour les comptines pour enfants. Intéressant. Mais écoute, on va un petit peu conclure cette partie sur l'industrie et les groupes par votre groupe préféré finalement. Alors, moi ça va être très... normie, mais du coup mon groupe préféré c'est BTS. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est des gens que j'ai connus qui en fait sont de la même génération que moi et qui au moment où je traversais telle période de ma vie, typiquement traversaient la même période de leur vie et en fait c'est un groupe qui a produit des chansons sur pas mal de thématiques, notamment justement la jeunesse, les préoccupations concernant l'orientation ou même la dépression, la pression sociétale et du coup c'est un ensemble de thématiques dans lesquelles en fait successivement dans toutes les étapes de ma vie je me retrouvais et du coup c'est mon groupe préféré. Moi, personnellement, mon groupe préféré, je pourrais pas dire que j'ai un seul groupe, j'en ai 3 plus particulièrement, mais bon. BTS. Je pense qu'il y a énormément de gens qui vont dire BTS, mais c'est vraiment, on a grandi avec BTS. Et mon deuxième groupe, c'est GOT7. J'aime trop leurs vibes, ce qu'ils apportent. C'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est vraiment dans la positivité, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, je sais pas, vous allez mal, écoutez du GOT7. Je trouve ça c'est super bien. Et Mamamoo, mais ça c'est vraiment le seul groupe féminin que j'écoute vraiment. Parce qu'il y a vraiment ce côté, nous sommes des femmes, on a le pouvoir, on a envie d'être comme ça, comme on l'évoquait précédemment, avec par exemple Wasa, qui a un corps qui n'est pas, on va dire, dans les critères coréennes, mais voilà, elle s'assume telle qu'elle est, elle apporte une bonne vibe, elle dit oui, vous êtes des femmes, et alors, genre, on n'est pas différent que par rapport aux hommes. Et c'est pour ça que j'aime trop ce côté. Vraiment, c'est vraiment le good vibes que je recherche. Et comme elle a évoqué, c'est des fois, on est dans une période où ça va mal. Et si vous traduisez les paroles, vous allez voir que ça peut vous apporter un plus dans votre vie. On dire oui, eux ils ont traversé la même chose que moi là actuellement je traverse. Ça ira mieux parce que eux aussi ça va. Donc ça va mieux pour eux. Donc moi aussi ça ira mieux. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing
when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit a baseball, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach treated like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause Alors moi je me suis un peu éloignée de tout ça, mais mon groupe préféré, et je pense que c'est toujours mon groupe préféré, c'est BTS. Voilà, c'est pas très original, mais vraiment BTS. Alors moi j'ai bien compris que justement vous aviez grandi avec BTS et que les chansons vous touchaient personnellement. Mais est-ce qu'au regard de l'industrie, ils se démarquent pour quelque chose de particulier? À quel moment ils ont eu cette force-là de se démarquer, d'être plus gros que les autres? Alors pour moi, ce qui démarque justement le BTS des autres groupes, c'est comme je disais tout à l'heure, l'ensemble des thématiques, parce que faut savoir que les thématiques sociales en fait dans l'ensemble, c'est pas forcément des choses qui sont très abordées. Par exemple, il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle EXO, mais qui est sous SM Entertainment dont on parlait tout à l'heure, et qui du coup est un groupe qui produit de manière permanente que des chansons d'amour. C'est tout le temps le thème qui est décliné, c'est l'amour sous 12 000 formes, et au bout d'un moment c'est chiant. Donc déjà il y a ce point de vue, enfin pour moi, de la thématique, et ensuite le fait que BTS, c'est un groupe qui a acquis beaucoup d'influence et qui du coup politiquement a fait aussi des choix, qui s'est vraiment engagé en fait dans des causes. Donc il y a eu l'engagement, par exemple pour lutter contre la faim, il y a eu une campagne qui a été faite avec l'UNICEF il y a un certain nombre de temps, où par exemple pendant le mouvement Black Lives Matter, BTS a été à ma connaissance un des premiers ou peut-être seul groupe à affirmer son soutien au mouvement et à justement vouloir soulever des fonds pour ça, ou aussi à simplement prôner l'égalité, l'inclusion des personnes LGBTQIA+, qui est quand même très rare dans la société sud-coréenne. Et du coup, pour ces raisons, je pense que c'est un groupe qui non seulement a de l'influence, mais qui aussi se rend compte de l'influence qu'il a et qui du coup essaye d'agir en conséquence, si je peux dire ça comme ça. C'est surtout, pour reprendre ce que tu dis, il y a, on va dire, plusieurs catégories de personnes qui écoutent BTS. Que ce soit des petits, comme ça soit des personnes, des grands-parents qui s'intéressent et tout pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ils touchent pas juste les adolescents, comme ils aiment bien s'y dire dans les médias, c'est des chansons pour les ados. Non, pas du tout. C'est, vous voulez écouter telle musique, par exemple vous êtes triste, on va chanter des chansons tristes. Vous voulez écouter des chansons qui remontent le moral, par exemple, j'évoque le fait que pendant le Covid, il y a eu un album qui est sorti qui s'appelle Be de BTS, où ils évoquent vraiment le côté ça ne va pas, on sait qu'on est tous dans le même cas, mais vous inquiétez pas, ça ira mieux. Et je sais que ça a apporté énormément d'espoir, que ce soit pour les plus jeunes comme les plus vieux. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Moi, ce qui m'intéressait avec BTS, c'est surtout, en fait, c'est le seul groupe à l'époque que je connaissais qui des membres écrivaient eux-mêmes en fait leurs paroles. Donc c'est pas un producteur qui écrit les paroles, donc histoire d'amour, etc. C'est vraiment eux qui ont décidé d'écrire tout ça, de composer la musique. Donc en fait, il y a vraiment leurs œuvres dans leurs albums que d'autres en fait ne sont pas. D'autres groupes en fait, je connaissais pas autres groupes qui faisaient la même chose. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de fans qui viennent d'horizons différentes, parce que aussi ils dénonçaient justement toutes les violences LGBTQ plus phobes. Donc en fait il y a eu cette fanbase là qui était intéressée par la K-pop, qui était LGBTQ+, et qui en fait se sont dit eux ils ont l'air de nous inclure en fait, donc on va les soutenir, on va les aimer, etc. Et donc je pense que ça marche aussi pour ça, parce que ils étaient très présents aussi sur les réseaux. Ils avaient une chaîne YouTube en fait qui s'appelait Bangtan TV. Ils mettaient des petites vidéos très courtes d'eux ou plus longues en fait, où ils faisaient juste n'importe quoi. Donc en fait on avait vraiment l'impression que c'était nos amis. Et quand on est jeune en fait, on a vraiment cette impression-là. On n'arrive pas à prendre de recul par rapport à cette situation. Et donc vraiment c'est ça qui, je pense, a beaucoup plu en fait. En termes commercialement, ils ont été très bons aussi là-dessus, en termes de le marketing. Eh bien justement, selon vous, pourquoi la K-pop n'est pas prise au sérieux par ceux qui ne l'écoutent pas?
Alors, je pense qu'il y a un ensemble de raisons. Enfin, j'ai pas les statistiques sur les personnes qui écoutent la K-pop, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de misogynie. Le fait que le public a dans l'ensemble l'air féminin et que du coup on associe ça à quelque chose de négatif pour ces raisons. Je pense qu'il y a aussi une part de racisme en fait. Le fait que ça vient de Corée du Sud, donc c'est des Asiatiques qui justement se conduisent pas de la même manière que les hommes ici, se maquillent, etc. C'est un petit peu de ce point de vue-là, enfin de ce point de vue raciste, des sous-hommes entre guillemets. Et je pense que l'aspect justement potentiellement marketing, l'image peut avoir tendance à dévaloriser ce qui est produit musicalement et tout l'effort qui va dans la production de K-pop. Moi, je pense oui, du coup que c'est vraiment aussi, on voit souvent, oui, bon, c'est des jeunes, des gamines en fait, elles ont 12 ans, elles vont à des concerts de K-pop et elles hurlent, elles sont hystériques entre guillemets, etc. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment de la misogynie en fait. Et en fait, on a vu ça avec d'autres groupes, en fait, pas forcément avec la K-pop, mais par exemple, les Beatles, au début, c'était un public exclusivement féminin, et on les traitait comme on traite les fans de K-pop aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, le groupe Beatles est vu comme l'un des meilleurs groupes de rock, donc c'est vraiment des choses qui changent, et pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus frappant, en fait, c'est que le public, en fait, c'est des jeunes femmes, et que c'est plus facile de taper, sur des jeunes femmes. Et comme elles ont évoqué, c'est vraiment... pourquoi ils aiment pas la K-pop, c'est vraiment la fandom. Dans le sens où, malheureusement, moi personnellement, je trouve que c'est de la musique et ça restera de la musique. Mais il y a certaines personnes qui partent un peu trop dans l'excès et qui, par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport à la définition des sasaeng, où elles idolâtrent un peu trop la personne qu'elles écoutent. Et c'est pour ça qu'en fait, ils retiennent que le négatif. Ils sont là en mode « Ah mais oui, mais vous êtes comme ça, oui, on vous voit, vous êtes hystérique, vous avez... » Il y a aussi l'aspect aussi dans les albums, on peut retrouver des posters, en fait beaucoup de goodies. Et beaucoup de personnes se baladent avec les photocards. Les photocards, ce sont des photos des membres qu'on peut retrouver dans les albums. Et certains, ils vont dire « Ouais, mais regardez, vous avez ça, vous avez pas honte, nanana. » Et en fait, c'est triste, mais on n'est pas tous pareils. J'écoute de la K-pop et voilà. Il y a certains, ils m'ont même dit ah oui, ça se voit, toi t'écoutes de la K-pop, mais comment tu peux voir que j'écoute de la K-pop c'est ridicule. Et ils sont une sorte d'image de la K-pop où, comme elles évoquaient mes collègues, oui, c'est 100% féminine, donc déjà c'est un peu mal vu. Oui, regardez, vos chanteurs, ils sont gays. Oui, regardez, ils chantent, ils ont une voix afféminée. Oui, c'est vraiment de la misogynie en fait, malheureusement. Oui, puis du coup, là tu viens de parler aussi d'homophobie en fait, parce que c'est souvent quelque chose qu'on revoit, c'est ils sont maquillés, mais de toute façon ils sont gays, voilà, donc c'est aussi de l'homophobie qui rentre en compte, et du coup ce rejet aussi voilà. Mais aussi je pense, au fait on m'a beaucoup reproché aussi, alors que bon c'est pas moi qui fais les groupes de K-pop, mais on m'a beaucoup reproché aussi que c'était pas eux en fait à l'origine de leur musique. Donc c'est pas eux qui ont écrit leurs textes, c'est pas eux qui non plus la composent. Et en fait, je me dis mais ça c'est, je pense avec tout artiste en fait, il y a des chanteurs et interprètes et tout le monde n'est pas compositeur, tout le monde n'est pas doué pour faire de la musique. On accuse beaucoup la K-pop de ça alors qu'au final c'est partout dans le domaine de la musique quoi. On va conclure avec une dernière question. Donc, dans son lien avec les réseaux sociaux, les médias et la scène, la K-pop est-elle avant tout une musique de l'image ? Avant tout, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que c'est une musique de l'image ? Oui. Mais j'ai envie de dire que pour moi, toute musique actuellement est une musique de l'image parce que tout simplement la musique maintenant passe par un ensemble de choses autres, enfin qui ne sont pas musicales, dont les clips musicaux. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'on connaît les clips musicaux. Le fait que ça se diffuse par des choses comme YouTube et que ensuite sur d'autres réseaux sociaux, Twitter, etc. Et je pense que ce que la K-pop réussit peut-être plus dans le domaine de l'image que les autres musiques, c'est justement le fait d'avoir intégré ça comme une donnée, un fait, et de se dire à partir de là, comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre production pour que ça rentre dans ces nouveaux cadres de production. Donc l'intégration de la chorégraphie par exemple, ou le fait de faire des clips qui sont pas seulement juste des images posées, mais d'y accoler des concepts, ça montre que la production elle est prise au sérieux et qu'en fait
c'est une musique qui essaye de faire de son mieux avec l'image pour se vendre en fait. Pour rebondir un petit peu, juste rajouter, après, c'est vrai que pour les groupes dernière génération, on voit vraiment de l'effort dans les clips. En fait, vraiment, il y a vraiment une production en fait derrière visuelle qui est assez importante et ça marche parce qu'il y a des fans qui sont là aussi pour regarder les clips, à quel point ils sont beaux, à quel point c'est bien fait, le montage, le découpage, vraiment des plans en fait, des travelling, etc. qui sont assez impressionnants. Donc c'est vrai que c'est aussi montrer en fait qu'ils réussissent, qu'ils sont beaux, qu'ils savent chanter. Et aussi avec les effets spéciaux dans les clips, c'est vraiment pour en mettre plein la vue à tous les niveaux en fait, que ce soit par la musique, par le chant, par la danse aussi, mais aussi par visuellement ce qu'on voit, les couleurs qu'on peut se prendre un petit peu dans les yeux comme ça. Donc ouais, c'est vraiment pour en mettre plein la vue. Et puis aussi, ça motive les personnes qui les écoutent. Je sais qu'il n'y a pas que la musique en fait dans la K-pop, mais il y a la danse. Il y a certains qui se sont mis à la danse grâce à la K-pop. Et même, par exemple, je kiffe tout ce qui est les animations. Et ça m'a motivé encore plus à pousser dans le domaine du graphisme. C'est pas simplement juste de la musique, c'est vraiment tout un concept qui permet de nous, en tant qu'humains, de se développer et eux de pouvoir évoluer. Voilà, donc c'est une phrase qui va conclure notre séance spéciale sur la K-pop. J'espère que pour les auditeurs qui nous écoutent, ça vous aura donné envie de découvrir les groupes cités, les idoles et le monde de la K-pop. Merci beaucoup les filles.